n'exige pas que mes enfants aiment l'école parce que j'ai aimé l'école. Mon problème, c'est comment faire passer mon amour pour l'école à mes enfants. Si ça ne prend pas, je me fais aider et je me fais déjà pleinement aider. On délaisse l'enfant, on est très occupé par nos projets personnels, on ne suit pas les enfants. Et à la fin, on a donc un enfant qui se retrouve en train de faire la formation, pas parce qu'il voulait faire la formation, mais parce qu'il n'y avait pas le suivi. N'oublions pas une chose, soit la maman ou le papa travaille, bon, nous sommes les mamans là. La maman a déjà un travail à plein temps ou à mi-temps ou quoi que ce soit. Moi, je vais toujours appeler ça plein temps. Qu'elle soit seulement à la maison, et faire qu'elle travaille du matin au soir, ranger, nettoyer, tout ça, c'est là le travail. Que ce soit qu'elle parte travailler quelque part, avoir son gagne-pain, elle rentre, elle nettoie, elle fait ceci, c'est encore le travail. Alors, par moment, on est déjà fatigué. Il peut arriver que le soir, on est fatigué, on a à bout de nerfs, on a une journée stressante. Même si on a expliqué peut-être tout ça à l'enfant, et n'oublions pas que au début, c'est peut-être les devoirs qu'on donne, c'est peut-être le 1 plus 1, 2 plus 2. Mais plus le temps passe, plus ça devient les devoirs où il faut que la personne, tu dois t'asseoir et réfléchir toi-même. Et si on n'a pas la patience et que l'enfant dit, on a peut-être une mauvaise journée, l'enfant dit une bête réponse, 1 fois 1 égale 5. On veut seulement assommer l'enfant. C'est pas qu'on est mauvais, mais c'est normal. Nous sommes des humains. Oui. Toi, tu es déjà dans une autre ambiance, mais l'enfant est encore avec la frustration des cris pendant le cours de répétition et il n'arrive pas à dissocier les deux. Donc, moi, je pense que si le budget, si quelqu'un peut, le répétiteur, à condition de trouver naturellement le bon répétiteur, c'est toujours une très bonne idée. Pendant que le répétiteur tient les enfants, toi aussi, essaye de travailler sur ce que, en fait, si ça marche avec le répétiteur, pourquoi est-ce qu'avec toi, ça ne marche pas? Peut-être tu es très strict, je ne sais pas, peut-être, à toi de trouver ce qui ne va pas et de chercher aussi à garder un œil sur ces enfants-là, parce que même si le répétiteur fait le travail, il est toujours important, même si ce n'est que le week-end, d'essayer de revoir ce que les enfants font avec le répétiteur. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Nous revoilà dans une nouvelle édition de Happy Mama, cette plateforme d'échange entre femmes africaines, aspirant à des dames équilibrées, disciplinées, épanouies dans leur rôle de femme, maman, partenaire et travailleuse. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je te souhaite la chaleureuse bienvenue. Et si tout ce que nous faisons t'intéresse, nous te prions de liker et partager le podcast. Pour recevoir des notifications à chaque fois que nous postons un nouveau contenu, Première question étant de savoir dans quelles conditions faut-il faire les devoirs avec les enfants. Donc, chère maman, sentons-nous libres de partager des expériences et surtout de donner des avis par rapport à cette question très importante et chère à nos cœurs. Donc, celle qui a quelque chose à partager est libre de prendre la parole. Pour les mamans. Pour moi, je dirais que bon, ça dépend de ce qu'on entend faire les devoirs avec les enfants. Mais pour moi, il est important de s'asseoir avec les enfants quand ils le travaillent. En fait, pour les plus petits, il est important de s'asseoir, de suivre leur processus parce que quand ils ne connaissent pas encore, quand l'enfant vient de quitter la maternelle, il ne connaît pas au début vraiment qu'est-ce que c'est que s'asseoir. Alors pour moi, je trouve soit, OK, peut-être venez, ils ont leur table d'études dans la chambre. Parfois, je dis, OK, venez au salon, asseyez-vous. Ils s'asseyent là, je peux tourner. euh, Ils font les devoirs et après, je regarde. Maintenant, pour l'aîné, ce que je constate parfois, où ça dépend, il y a des enfants qui, quand on demande qu'ils fassent les devoirs, ils ont l'impression que euh, c'est peut-être la punition et ils se concentrent quand ils voient les autres s'asseoir. Donc, parfois aussi, je m'assois, j'ouvre aussi ma machine et l'enfant voit que il fait ses devoirs et après, je regarde, on repasse, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas compris, on explique. Pour moi, je trouve que c'est important parce que ce sont des enfants, ils ont besoin d'un suivi avant que ça devienne des automatismes chez eux. Plus l'enfant grandit, plus il devient autonome, plus il sait que bon, quand je finis mes devoirs, je peux peut-être aller jouer, je peux faire ceci. Mais au début, ils ont besoin de ces automatismes. C'est pour ça que pour moi, c'est important.
Voilà. D'accord. Je m'assure d'abord qu'on est dans des conditions, je vais dire quoi, que tout le monde soit content. Voilà. Que ça soit relax. Parce que moi, j'ai des gars qui mettent le jeu dans tout. Tout. Et ce qui fait que travailler avec eux, ça demande un peu de mettre le jeu dans ce qu'il faut, dans ce qu'on fait. Sinon, ça ne passe pas. Donc, je pense que c'est d'abord d'étendre l'atmosphère et maintenant, demander plus ou moins leur avis. Est-ce que c'est le moment? Ou bien annoncer même déjà avant que on va faire, quand vous allez vous lever demain, vous allez laver les dents, prendre le petit déjeuner, se changer, ceci. Après, on va faire les devoirs, ou bien on va faire les activités. Avec le plus petit, on va faire les activités. Quelle est l'activité que tu vas faire demain? Demain, tu veux qu'on fasse quoi? Les maths ou bien un peu d'anglais, et ceci. Donc, du coup, quand l'enfant va se coucher, il est comme préparé à l'avance, quoi. Il anticipe déjà le moment. Et là, c'est une décision que vous avez prise ensemble. Parce que quand ça vient subitement comme ça, là, même dans son jeu, imagine l'enfant est en train de jouer, tu lui dis qu'on va faire les devoirs maintenant. Ça casse d'abord le moral et ça fait que tout ce que tu vas lui dire, ce serait un peu comme contraignant pour lui, en fait. Donc, c'est ce que moi je fais. J'annonce, un peu comme avec tout, avec les enfants, j'annonce tout, en fait, pour que ce soit beaucoup plus facile. Donc, on a le temps de faire tout ensemble et puis, quand ça arrive, chacun sait qu'on avait décidé ça ensemble. Voilà. Donc, c'est ma première intervention pour le moment. Hmm. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à cette question? Oui, pour moi, je pense que c'est très, très important de faire les devoirs avec les enfants. Dans mon cas, je l'ai toujours fait. Quand ils étaient plus petits, je m'asseyais vraiment tous les soirs et on faisait les devoirs, mais on limitait le temps. Le Jacques, on met vraiment un timer et il fait. Et je lui dis que tu dois t'arranger à finir ça dans les temps, sinon ça va aller au-delà parce qu'après les devoirs directement, il y avait la place pour le jeu. Donc, ils étaient vraiment concentrés. Bon, après quelques années, quand je ne pouvais plus vraiment m'investir sur le temps constamment avec eux, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé une to-do list de toute la journée. Donc, dès le matin au réveil jusqu'à quand ils partent dormir, avec les étiquettes que quand tu finis, tu fermes, tu finis, tu fermes. Donc, pour eux, c'était un peu comme une sorte de... Ils étaient fiers de voir qu'ils ont uphacken tout leur devoir de la journée. Et donc, il y avait également, donc, c'était, le tag, leur journée était vraiment bien structurée. Et au moment d'aller apprendre, donc, ils savaient que, après avoir mangé, après t'être douché, tu te laves et après tu t'assois. Et c'est comme ça qu'ils ont eu la routine. Mais je viens quand même de temps en temps regarder. Et naturellement, quand ils finissent, je viens contrôler. Donc, je pense que c'est très important pour les parents d'être là, surtout pour apprendre cette autonomie-là aux enfants. Mais il ne faut surtout pas entrer dans le rôle où l'enfant ne peut plus faire le devoir si tu n'es pas là, ou alors l'enfant ne peut pas réfléchir par lui-même. Donc, je les ai introduits, par exemple, à YouTube. Il y a un monsieur qu'on appelle Léra Schmidt qui explique très bien toutes les matières de toutes les classes, où il développe alors cette autonomie-là d'aller faire des recherches sur les thèmes qu'ils ne comprennent pas. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis détachée. Et aujourd'hui, je ne fais plus les devoirs avec eux. Mais les aînés ont un répétiteur. Mais je crois qu'il y avait une autre question sur ce thème-là. Donc, je Ouais, ouais, vais élaborer cela plus tard. Donc, pour d'accord. ma part, il faut s'asseoir, mais dans le but d'autonomiser l'enfant. Et donc, celle de 6 ans a commencé l'école, enfin, elle est en CP depuis septembre. Et c'est avec elle, en fait, qu'on va dire, on fait les devoirs, quoi. Et un peu comme maman Jeanne, parce qu'elle aussi, elle lit beaucoup. Donc, moi, je la prépare, en fait. Euh, Quand, par exemple, si c'est le samedi, quand elle va se réveiller, je lui dis que, bon, aujourd'hui, on va faire comme ça, voilà le planning de la journée. Pour qu'elle sache que, bon, dans la journée, il y a les devoirs, quoi. Maintenant, pour ce qui est de la semaine, normalement, chaque, chaque vendredi, ils ont un cahier de suivi dans lequel la maîtresse écrit les devoirs qu'il y aura pour chaque jour. Et chaque jour qu'elle rentre, avant de partir, la maîtresse leur dit que bon, vous avez tel devoir dans tel cahier. Et donc, elle-même, elle sait déjà qu'elle a les devoirs, ce qui fait que bon, enfin, c'est vrai que c'est pas moi qui l'ai fait, parce qu'après l'école, elle va, enfin,
Le maman de l'Allemagne, comment on dit la haute en français? Moi, je descends à la garderie. La garderie de l'école. Voilà. Donc, après l'école, elle va à la garderie. Et en fonction de l'activité qu'on a choisie, s'il y a l'activité de devoir, elle va donc faire les devoirs là-bas. Et quand elle a rentré à la maison, moi, je vais juste vérifier. Et oui, donc c'est ça. Donc, mais sinon, à part ça, comme je dis, elle sait, enfin, il faut toujours lui dire. Donc, ma maîtresse fait déjà bien de leur dire chaque fois que chaque jour qu'elle rentre de classe, il y a les devoirs. Et donc, dans sa tête, elle le sait. Et puis, quand elle arrive à la garderie, elle fait les devoirs automatiquement. Et quand c'était une activité il n'y avait pas de devoir à faire, peut-être c'était, peut-être, je sais pas, la cuisine ou bien le piano, ils vont pas faire les devoirs là-bas. Donc, du coup, quand elle va rentrer, elle va me dire qu'elle a les devoirs, même si je sais déjà, elle va me dire. Et là, elle est déjà préparée, en fait, qu'il y a les devoirs à faire et qu'après, seulement après ça, elle pourra jouer. Donc, c'est ça. Et le samedi, je la prépare. Enfin, comme j'ai dit, je la prépare parce que c'est une mamie jouée, en fait. C'est ça. Donc, voilà, en fait, mes conditions. Donc, moi, je prépare l'enfant et, oui, et jusque-là, ça marche. Et c'est clair Alors, il faut avoir un cadre calme parce que, bon, la plus petite, ce que je fais en général, c'est que pour qu'elle reste concentrée, je fais j'ai des choses que j'imprime que la plus petite peut-être à écrire ou bien à colorier. Et elle aussi, elle est assise à côté. Moi, je suis là, elle est là, elle fait aussi quelque chose. Et comme ça ne distrait pas la plus grande. Parce que si, par exemple, quelqu'un regarde la télé à côté ou bien quelqu'un est sur son téléphone, elle n'est plus concentrée, quoi. Donc, il y a ce cadre-là aussi il faut, comment on dit, préparer pour qu'elle reste concentrée lorsqu'on fait les devoirs. Donc, c'est pour moi, par rapport à la question. Faire les devoirs, les enfants, comme disait maman Prunella tout à l'heure, il faut d'abord le cadre. Et c'est plus facile si les enfants ont leur environnement là où ils savent que quand on parle là-bas, c'est pour apprendre. Déjà, ils sont préparés et savent que c'est le moment de faire les devoirs. Chez nous, euh, vendredi, il n'y a pas les devoirs. Pour le week-end, ben, ils veulent que les enfants soient libres. Donc, les devoirs, c'est en semaine. Et en semaine, ils savent déjà, le lundi, quand ils arrivent d'abord, bref, ils veulent que les enfants entrent calmement dans la semaine, il n'y a pas de devoirs. Mais mardi, mercredi, jeudi, c'est les devoirs et elles savent déjà que on finit les devoirs tard, et hop, c'est manger, brosser les dents, aller se coucher. Et comme elles doivent se coucher tôt, elles savent. Du coup, moi, quand elles rentrent les mardis, mercredis, jeudi, je dis, ah, chacun sait si elle a des devoirs ou pas. Et si ce n'est pas fait avant 19h30, ce qui est sûr, c'est qu'après ça, il n'y a pas le temps de jouer ni de regarder son zendong préféré. C'est directement au lit. Du coup, le fait de se coucher directement après les devoirs, là, ça les dérange. Et elles veulent finir plus tôt les devoirs et on se concentre pour avoir au moins 30 minutes de jeu ou bien les séries préférées avant d'aller se coucher. Mais néanmoins, l'automatisme n'est toujours pas là. Surtout malheureusement pour moi, surtout pour la plus grande qui a 12 ans. La plus petite, c'est automatique. Elle finit et vient te montrer. Mais la plus grande, il faut que je cours toujours derrière elle. Et c'était arrivé jusqu'à un moment donné où c'était difficile même avec elle. J'ai dû chercher un répétiteur. Mais néanmoins, après le répétiteur, il faut toujours que je contrôle. Et maintenant, là, comme pendant qu'elle part chez le répétiteur, sa sœur s'assoit confortablement, fait ses devoirs et regarde sa série préférée. Et elle, quand elle rentre, elle n'a plus le temps. Elle se plaint. Je dis que c'est soit deux choix. Soit tu préfères faire tes devoirs à la maison correctement. Tu as ce que tu veux, sinon c'est chez le répétiteur. Et du coup, elle me dit que, OK, je vais m'améliorer. Du coup, l'année prochaine, je n'ai pas besoin de répétiteur. Je fais ça à la maison. Je dis, c'est à toi de choisir. Parce que moi, je n'ai pas envie d'ajouter à mon stress un autre stress. Tu pars chez le répétiteur, tu viens, on contrôle, c'est bien fait et chacun part de son côté. Parce que c'était arrivé à un moment donné où je sentais que j'étais sur les nerfs. Et quand tu es sur les nerfs, rien n'entre. L'enfant pense que faire les devoirs avec elle, c'est toujours
tu vas gronder et tout. Et je voulais éviter ça carrément. Je lui ai dit que mieux vaut. Et avec le répétiteur, j'ai senti qu'il y a le sérieux dedans. Parce que quand elle part, ben, comme c'est quelqu'un d'autre, elle sait que, ah, ici, il faut travailler. Mais ça l'énerve du coup, parce que comme elle doit partir, elle perd beaucoup de temps. Elle se dit qu'elle va s'améliorer pour que l'année prochaine, elle puisse faire ses devoirs toute seule. Bon, de mon côté, c'était ça pour le moment. Hmm. D'accord, merci maman Marie. Avec tous les partages que vous avez faits, moi je vois que je ne sais pas si c'est un problème, hein, mais c'est pas une solution, en tout cas dans mon cas. Moi, je vis au Cameroun et je vois que ma réalité est vraiment différente de votre réalité. L'espace des enfants pour étudier, il est là, mais je ne vois pas très bien dans notre système éducationnel comment je vais préparer l'enfant à ce qu'on va faire les maths demain ou après-demain, alors que déjà dans son cahier, il y a des devoirs d'une matière qu'on n'a pas programmée. Je ne peux pas qu'on enseignante. Donc, c'est difficile pour moi parce que depuis qu'ils partent à l'école, on n'a pas trop le système de jeu dans, dans l'école. Peut-être c'est ça la plus grosse difficulté chez nous ici. Je ne vois pas comment je vais dire à David que, OK, si on doit faire le devoir, est-ce que tu veux bien qu'on fasse la mathématique ou l'anglais ou l'histoire, alors que je connais dans son planning, il a fait des devoirs de toutes ces matières-là. Donc, c'est dans ce cadre-là que je vais aborder la deuxième question. À quel moment on doit faire intervenir le répétiteur? Parce que si vous êtes comme moi, j'ai déjà donné les mains. Je ne suis pas compétente dans ce domaine. Je suis déjà très exigeante vis-à-vis de mes enfants. Et je me dis que peut-être contrairement à eux, moi, j'étais très studieuse. On n'a pas dû me faire la police pour que j'étudie et c'est ce que j'attends d'eux. Mais avec eux, ils ont plus de distractions que moi à l'époque. Ils ont les téléphones, ils ont la télé, ils ont tout ça. Bien qu'en semaine, la télé est proscrite, il n'y a pas d'image en semaine, ils commencent à regarder la télé vendredi, samedi et dimanche matinée. Mais c'est difficile. Donc, je repasse la parole à toutes les mamans pour répondre à la deuxième question qui est de savoir à quel moment on devrait se faire aider pour que les enfants donnent le meilleur d'eux-mêmes lors des devoirs. Parce que c'est le résultat que nous on veut. L'enfant peut faire semblant d'étudier, il fait les devoirs, mais après à l'école, il a zéro. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que mon enfant fasse effectivement les devoirs et qu'il donne le meilleur de lui-même et qu'il récolte les meilleures notes. Donc, la parole est à qui veut la prendre. On essaye de voir ensemble dans quel cadre est-ce qu'on doit faire intervenir le répétiteur dans la prise en charge de nos enfants après les classes. Maman Jeanne. Oui, avant de répondre à la deuxième question, je vais revenir sur ton intervention. Enfin, quand tu disais que les réalités sont différentes, c'est vrai, les réalités sont différentes. Euh, mais je pense que à chaque réalité, on peut trouver, on peut adapter les choses en fonction de la réalité, quoi. Peut-être ici, chez nous, c'est avec le jeu. Tu as parlé, par exemple, du téléphone, des écrans, et toi, en semaine, non pas d'écran et tout. Tu peux, par exemple, comme Maria, elle, avec ses enfants, c'est la série, la série préférée qu'elles aimeraient bien regarder. Tu peux, par exemple, demander dire à ton enfant que tu me donnes ton téléphone. Dès que tu as fini tes devoirs, tu donnes ton téléphone. Tu n'as pas fini, je ne te remets pas ton téléphone. Attendez. Ton WhatsApp est ouvert, je crois. Maintenant, c'est à toi d'adapter en fonction de ton cadre, en fait. Chez nous, c'est le jeu peut-être. Chez maman Marie, c'était peut-être les séries. Tu peux faire ça avec autre chose. Il y a peut-être quelque chose qu'ils aiment tellement. Ça va sonner comme une forme de punition, mais moi, je vois ça comme une forme de discipline, en fait. Tu dis, tu n'as pas fini tes devoirs à telle heure, tu saches que peut-être je vais te priver de ton téléphone pour cette soirée ou bien pour le prochain jour. Mais quand je dis de préparer l'enfant, peut-être, c'est vrai que quand j'ai fait un peu le film en arrière de quand j'étais au pays,
Les parents ne sont pas là pour badiner. Tu fais les devoirs, tu ne fais pas les devoirs. On n'est pas là pour négocier avec toi. Tu dois faire les devoirs. Mais moi, je pense que il faut, c'est un truc, peut-être nos parents ont fait ça, mais je pense que c'est des choses qu'on peut corriger. On n'a pas cette culture-là de communiquer avec les enfants. Et moi, je pense que c'est important de communiquer avec l'enfant. Tu n'as pas besoin de lui dire que demain, tu vas faire telle matière. D'abord, vous faites les devoirs chez vous à quelle fréquence? C'est chaque jour? Ou bien, Chaque jour de lundi à vendredi. tu lui dis le dimanche, tu lui dis que demain tu vas aller à l'école, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci, mais quand tu vas rentrer, on va faire ça, on va faire ça. On va faire les devoirs de telle heure à telle heure. Et après ça, tu lui donnes sa petite récompense. C'est vrai que il ne faut pas qu'elle fasse le devoir parce qu'elle attend la récompense, mais tu lui expliques pourquoi est-ce que c'est important pour elle de faire les devoirs. Pourquoi est-ce que euh, peut-être le week-end, tu vas l'amener balader ou bien tu vas lui offrir quelque chose, pas forcément par rapport au devoir, parce que ça sonne aussi bizarre comme de la corruption, mais cette préparation-là, je pense que c'est quand même important. Mais tu peux la préparer pour le compte de la semaine ou bien pour la journée de demain, mais qu'elle sache quand même, qu'elle mette d'abord ça au fond de sa tête que c'est comme ça. Quand je vais rentrer de l'école, on va manger, on va se laver, on va faire ceci et puis on va faire les devoirs avec maman. Voilà. C'est la petite précision que je voulais ajouter. Mais maintenant, quand faire intervenir un répétiteur, ça, moi, je pense que si toi-même tu as du mal à Maman communiquer, Jeanne, oui. pardon, avant de répondre à la question, moi aussi je voulais intervenir par rapport Mhm, à son intervention. C'est vrai que ce que tu as dit, tu as pris les mots dans ma bouche, quoi. Enfin, seulement ce que je veux compléter, c'est que après, il faut qu'on n'oublie pas que les enfants sont différents. Il y a des enfants euh, qui ont des automatismes. Par exemple, maman Maria dit sa fille, sa deuxième fille, elle n'a pas besoin qu'on court derrière elle, elle fait les trucs. Et puis, la grande, il faut un peu réfléchir. C'est vraiment à toi, maman, de regarder comment sont je pense que tu as trois enfants, de regarder comment les trois enfants sont et en fonction de comment ils se comportent, de voir, parce que ce que tu vas faire avec le premier, il ne va pas peut-être marcher avec le deuxième ou le troisième. Donc, oui, attends un peu, s'il te plaît. Donc, peut-être chez l'un, tu vas devoir peut-être, comme maman l'a dit, l'amadouer avec des trucs, ou bien chez l'autre, tu n'auras pas besoin de le faire. Donc, il faut vraiment voir. Moi, et je reviens à ce qu'elle a dit, la façon dont on a été éduqué. Bon, ça, peut-être, on est bien éduqué, certes, mais tu n'es pas la meilleure façon. Et tout ce manque de communication, voilà. Malheureusement, c'est comme ça, mais il faudrait que nous, on essaye un peu de corriger ça. Comme je disais tout à l'heure, il faut connaître son enfant. Si tu sais que, même pas pour les devoirs, pour autre chose, est-ce que l'enfant, en général, quand je lui dis lave le sol, lave les assiettes, est-ce qu'il est un peu réticent? Et après, qu'est-ce que j'utilise finalement pour lui dire, pour qu'il arrive à faire en fait ce que je veux. Je pense que la même chose, toi, tu vas ramener au devoir et voilà quoi. Donc moi, c'est ce que je voulais quand même dire. Il faut pas abandonner, mais peut-être plus communiquer avec Exactement. l'enfant et tout. Peut-être, je me dis, oui, ça peut marcher. Utiliser quelque chose qu'il aime, si c'est la série, comme maman déjà disait, ou bien si c'est le téléphone. Voilà, de parler, de dire que bon, voilà, il y a les devoirs tous les jours. Donc, chaque jour que tu rentres, voilà comment ça va se passer. Peut-être s'asseoir un dimanche ou un samedi, causer avec l'enfant, mais c'est ça. de façon, comment je vais dire ça, sérieuse, quoi, Oui. pour les autres années. Et que l'enfant comprenne que voilà, à partir de ce moment, quand je rentre de l'école, oh pardon, quand je rentre de l'école, voilà comment ça va se passer. Et peut-être en retour, j'aurai ça ou ça ou ça ou ça, en fait. Ouais. Maintenant, Il parfois, la faut, deuxième question, je vais revenir après. Ouais. il faut laisser ce D'accord, que nos maman Jeanne. parents faisaient avant, là. Il faut laisser ce que nos parents. C'est dur. Oui, on est bien éduqué, comme maman Prunella disait, mais ce sont des choses qui laissent des traces et on ne s'en Mhm. rend pas compte. Il faut Mhm. parler avec les enfants, laisser nous vos histoires du pays, là. Tu parles avec les enfants, ils comprennent. Ils comprennent, je Mhm. suis sûre de ça. Les enfants comprennent. Juste qu'on n'a Ah, pas les mots appropriés. Et je pense qu'on arrive peut-être au stade du répétiteur parce que nous-mêmes, on a du mal, on ne sait pas communiquer avec l'enfant. On a du mal à le comprendre, en fait. Et moi, je pense que si on a cette difficulté, c'est normal. On n'a pas grandi, on n'a pas appris à communiquer, on n'est pas psychologue, on ne sait pas. Mais quand tu sens que ça ne va plus, que toi, tu ne peux pas tenir, donne la main à quelqu'un fais-toi d'autre. Et quelqu'un aider. d'autre, j'ai oui, fais-toi aider. C'est ça. C'est ça. C'est ce que je voulais dire.
Excusez-moi de revenir parce que, en fait, mon souci, vous allez comprendre pourquoi j'ai baissé les armes. Je ne suis pas forcément une dictatrice. Je parle avec les enfants, enfin, je crois, parce qu'il y a deux personnalités. Il y a la maman qui fait les devoirs avec les enfants et il y a la maman en dehors du cadre scolaire. Je suis une maman cool, gentille. Mes enfants même disent pas trop, non, ma mère, elle est gentille, c'est la meilleure. Mais quand 18 heures approche pour faire les devoirs, mes enfants ont peur de moi. Ça veut dire qu'il y a forcément un côté en moi qui perd la boule et les pédales. Donc, quand je commence à être exigeante par rapport à ces devoirs-là, j'attends ça, j'attends ça, j'attends ça, ils vont peut-être s'arrimer, mais moi, le coup de grâce, c'est lorsque les feuilles reviennent avec les notes. Généralement, je ne suis pas satisfaite. Donc, c'est à cause de ça que j'ai compris il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Et j'ai donc recruté le répétiteur. Il a commencé à suivre le garçon. Et cette année scolaire, il a commencé aussi avec la fille. Et je pense qu'elle est mieux, elle est à l'aise avec le répétiteur. Elle donne le meilleur d'elle-même avec ce monsieur par rapport à moi. Parce qu'avec moi, tu vas lui dire 1 plus 1 égale combien? Ma fille ne peut pas me répondre que c'est 2. Elle est braquée, elle est rigide, elle me regarde, elle perd la voix. Et ça, c'est un sacré pour moi. Donc, du coup, la deuxième question est très importante. Moi, en fonction des résultats des enfants, je me suis dit, non, peut-être c'est moi le problème, forcément, c'est moi le problème. Donc, j'ai recruté un répétiteur qui les suit tous les deux. Pour la fille, c'est nouveau. Je vais voir si ses résultats augmentent par rapport à l'année dernière. Mais pour le garçon, c'est depuis qu'il est en classe de cinquième, parce que là, il est en troisième et je pense que j'ai obtenu de meilleurs résultats avec le garçon et son répétiteur. Donc, Je vais juste aller de mon expérience à moi. Mon aîné, il a aimé l'école, si on peut dire comme ça. Du coup, c'est un enfant facile à encadrer. Bon, tu fais tes devoirs, tu fais comme ceci et il essaye. Je lui raconte souvent quand maman était jeune, quand maman était à l'école, maman faisait comme ça et tout. Et lui, il essaye de Maman faire était parce toujours première. qu'il veut faire comme maman. Donc, moi, là, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un peu ça. Il essaye de voir et il a ses rêves, il a ses objectifs, il essaye de faire. Mais le deuxième, par contre, c'est quelqu'un qui aime jouer, il aime être toujours un peu distrait, il est toujours dans les vapes et tout. Et ce qui fait que, avec mon aîné, j'ai commencé à travailler, mais à un moment, je me suis rendu compte que je le frustrais lorsqu'on travaillait ensemble. Et Et c'est quelqu'un qui se laisse beaucoup frustrer. Et il est un peu comme tu disais, lorsqu'il est frustré, il devient figé là. Il n'arrive plus à réfléchir, il est bloqué et puis c'est fini. Ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai arrêté complètement de travailler avec lui. Je lui dis, bon, tu fais tes devoirs. Si tu as une question, tu viens vers moi. Mais on sait qu'il y a l'heure de faire les devoirs. Et lorsqu'il vient vers moi avec sa question, je réponds juste à sa question et il repart et il fait ses devoirs. Là, il n'y a plus ce je dois t'expliquer. Et puis, quand ça ne va pas, je m'énerve et tout et tout. Et c'est comme ça qu'on a évolué. Par contre, avec son petit frère, c'est quelqu'un un peu, il veut jouer, un peu, il veut un peu, il suit les conversations, il est en bas, il est ou bien dans sa chambre, il étudie, et on est en train de parler en bas, il dit, vous parlez de qui? Tu sens qu'il n'est pas concentré sur ce qu'il est en train de faire. Et ça, c'était ma préoccupation au début de cette année scolaire. Et je me suis demandé comment faire parce que je ne veux pas le frustrer. Parce que lorsqu'on a en train de travailler, tu lui donnes un exercice de faire et tu es là, tu causes avec son papa. Il dit non, mais maman, c'était plutôt comme ça. Je dis non, Nathan, je ne m'adresse pas à toi. Et dernièrement, j'ai fait quelque chose qui m'a beaucoup plu. On parlait tout à l'heure de la communication. Il rêve être architecte. Ça, c'est son plus grand rêve. Et dernièrement, j'ai commencé à l'expliquer qu'en effet, pour être architecte, tu dois étudier. Et pour étudier, tu dois aller au lycée. Donc, je l'ai amené un peu à comprendre que pour pouvoir être architecte, il doit d'abord être bon à l'école aujourd'hui. Et dans cette causerie, ça, au début, il écoutait comme ça, mais après, il a commencé à poser des questions. Il posait des questions. Je lui disais, oui, pour être architecte, tu dois être bon en mathématiques, tu dois pouvoir t'en sortir avec les statistiques. Ça va venir après, mais avant les dessins et tout, mais il faut d'abord que tu puisses comprendre la base
maintenant. Et puis c'est comme ça, on a causé pendant près d'une heure de temps. Et je peux vous assurer que depuis, il a compris la nécessité de faire ses devoirs. Et j'essaie, c'est vrai que ça, ce n'est pas tout, ce n'est pas encore ça. Mais je pense que cette conversation que nous avons eue ce jour-là a fait beaucoup. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est de ne pas seulement critiquer l'enfant. Lorsque tu travailles avec l'enfant, n'est pas... Nous, on a notre manière, on a parlé de comment nous, on a grandi. On voyait toujours ce que tu n'as pas bien fait. Moi, je rentrais, j'étais premier de la classe. Mon père demandait que tu as eu quel moyen. Lorsque je dis 15, il dit que mais tu pouvais avoir 16. Il n'y avait pas de oh, mais tu as bien fait et tout. Non, tu es sorti premier, oui, c'est bien, mais tu pouvais avoir 16, tu pouvais avoir 17. Et ça, c'est un truc. On ne peut pas, nous, en tant que parents, on ne peut pas imaginer la puissance de l'appréciation, de wow, tu as bien fait, oh, mais c'est super, tu as eu deux, ça veut dire que tu vois que tu es quand même brave. Toujours, c'est vrai que chez nous, on dit que non, lorsque tu fais comme ça, l'enfant va se prendre la tête et tout, mais ce n'est pas toujours ça. L'enfant a besoin de ça, de cet encouragement-là. Pas seulement l'enfant, même nous les grands. Lorsque tu marches et quelqu'un te dit que ah, mais tu es belle aujourd'hui, dans quelques temps, tu as toujours envie de remettre ta tenue là parce que tu penses que en fait, on a déjà eu à apprécier ça et c'est un peu ça avec l'enfant. Lorsque tu travailles avec l'enfant et l'enfant revient avec une autre, peut-être c'est pas 20 sur 20 dont tu t'attendais, peut-être vous avez eu à travailler. Tu peux voir, il y a des fautes que l'enfant fait, mais le fait que l'enfant s'est amélioré peut-être par rapport à la dernière fois, si tu t'appuies sur cela, ça sera une très grande force pour l'enfant. Donc, beaucoup encourager ses efforts. Je reviens maintenant à ta question, c'est quand chercher un répétiteur. Je pense qu'en tant que parent, on doit aussi accepter que on doit pouvoir accepter nos limites, n'est-ce pas? Si je sens vraiment que je ne peux pas travailler avec l'enfant parce que l'enfant est bloqué lorsque je travaille avec l'enfant, au lieu de gâter ma relation avec l'enfant, moi, je pense que c'est mieux de chercher de l'aide. Ce n'est pas un échec. Tu as parlé d'échec ou c'est pas un échec, c'est même plutôt une qualité de comprendre que bon, là, ça, on ne peut pas travailler ensemble. Je prends de l'aide, je demande à quelqu'un de m'aider. Donc, je pense juste que chaque parent doit regarder pas seulement mes enfants, mais chaque enfant individuellement. Comment est-ce qu'il est? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce que si ça ne va pas, tu reconnais que bon, là, ça ne va pas, je ne peux pas t'aider. Je demande de l'aide. Ce n'est pas un échec, c'est plutôt une qualité. Merci. D'accord. Merci beaucoup, maman Karine. Je vois trois mains levées ici. Je ne sais pas qui a levé avant, mais je vais donner la parole à ordre alphabétique ou bien c'est pas alphabétique. Bref, maman Aurélie. Maman Aurélie, tu as la parole. Après, c'est maman Pamela. C'est moi ou c'est... Ok. Comme je partais avec deux machines. Pour moi, oh, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là. Mais il y a une chose très importante qui a été dite par une des mamans, c'était les enfants sont différents. Et je voudrais aussi ajouter à ça que les enfants sont différents. Il y a la tranche d'âge, il y a tous ces paramètres à voir. Comme moi, j'ai dit, j'ai commencé là avec la petite et j'ai vu comment elle évolue. Elle est née qui a maintenant 10 ans. Et je dirais que euh, le répétiteur, ce n'est même pas toujours parce que on ne, on est, on ne s'y connaît pas. Je veux dire quoi? C'est pas toujours parce qu'on n'arrive pas comme qu'avec l'enfant, hein. Pour moi, je me dis, n'oublions pas une chose. Soit la maman ou le papa travaille. Bon, nous sommes les mamans là. La maman a déjà un travail à plein temps ou à mi-temps ou quoi que ce soit. Moi, je vais toujours appeler ça plein temps. Qu'elle soit seulement à la maison, il fait qu'elle travaille du matin au soir, ranger, nettoyer, tout ça, c'est à le travail. Que ce soit qu'elle parte travailler quelque part, avoir son gagne-pain, elle rentre, elle nettoie, elle fait ceci, c'est encore le travail. Alors, par moment, on est déjà fatigué. Il peut arriver que le soir, on est fatigué, on a à bout de nez, on a une journée stressante. Même si on a expliqué peut-être tout ça à l'enfant. Et n'oublions pas que au début, c'est peut-être les devoirs qu'on donne, c'est peut-être le 1 plus 1, 2 plus 2. Mais plus ce temps passe, plus ça devient les devoirs où il faut
que la personne, tu dois t'asseoir et réfléchir toi-même. Et si on n'a pas la patience et que l'enfant dit, on a peut-être une mauvaise journée, l'enfant dit une bête réponse, 1 fois 1 égale 5. On veut seulement assommer l'enfant. C'est pas qu'on est mauvais, mais c'est normal. Nous sommes des humains. Alors, c'est pour ça que parfois, on passe la main à quelqu'un qui est formé et qui vient avec sa tête libre. Et tout le monde est après content. Donc, n'oublions pas ça. Nous ne sommes pas des, je ne sais pas, super ceci. Quelqu'un va finir avec son enfant. Parfois, ça m'a fait que j'ai envie de dire que tu as envie de dire les mots très méchants parce que nous sommes humains, mais qui vont blesser l'enfant à un niveau où on ne peut plus coller. Donc, il faut accepter. Donc, maman Marie, tu as eu raison. Quand tu vois que peut-être tu as ton enfant fou, tu te rends un fou, mieux tu prends de l'aide, tu quittes derrière. Tout le monde est content. Moi, c'est ça que je voulais dire parce qu'il y a 2 choses. Moi, j'ai une fille, ça dépend tout un chacun. Elle est entrée dans la pré-puberté. Donc, quand elle me voit là, presque ma taille, mamie est grande. Parfois, elle voit que la fille, c'est comme si même on a la même taille. Son allemand, là, si je dis par exemple que tâche, c'est rucksack. Donc, elle me corrige même ceci, cela. Mais elle ne sait pas comment elle fait l'école. Je connais de quoi. Donc, par moment, il faut d'abord qu'on discute. Quand elle dit que, vous voyez, et je ne suis pas enseignante, mais nous avons une logique. Quand elle va venir avec ceci, je sais que la grammaire dit que ça, c'est pour arriver là. Maintenant, elle va dire que l'enseignante a dit que, l'enseignant a dit ceci. On commence à discuter. Moi, je sais que j'ai raison. Comme elle dit que tu vas écrire une histoire, c'est qui, quoi, pourquoi. Donc, en allemand, ça va faire V-frag. Mais pour elle, elle voit que ce qu'elle raconte n'a pas de sens. Vous voyez que pour sa sanité et pour ma sanité, soit c'est tôt le matin, soit c'est quelqu'un d'autre. Donc, il faut, il faut que nous nous regardions nous-mêmes, on voit le niveau de l'enfant. Et une chose encore, que ce soit au Cameroun, que ce soit dans tous les différents pays ici, plus l'enfant évolue, plus il y a la spécialisation. Nous ne sommes pas les super, on ne connaît pas tout. Moi, je déteste la géométrie, je n'ai pas fait la géométrie, je n'ai pas super mathématicienne, moi. Donc, quand on va venir avec quelque chose, l'étude est compliqué, le fait qu'on commence, quelle est la logique de ça? Prenons les experts. Donc, moi, je voulais dire, le répétiteur n'est pas toujours l'échec. Le répétiteur, c'est de savoir que ça, c'est ma limite. Ouais. Ou alors, je travaille beaucoup et le week-end, tu vois, on ne prend pas le répétiteur pour tous les jours. On prend peut-être parfois pour quelques matières. Pour le moment, ma fille avait pour l'anglais, je ne sais pas, je crois qu'elle avait un mauvais enseignant l'année passée. J'ai vu qu'elle a fait un grand bois en anglais. Pour le moment, elle n'a pas, on répétait que ça va encore prendre le répétiteur. Elle n'a pas le répétiteur en ce moment. Mais c'est que je développe bien les stratégies pour que, et pour moi, quand parfois elle voit que elle va me provoquer et je sens que ma tension va monter, je dis que maman, go on your own, je pars de mon côté. On voit d'abord, quand tu, comme dit maman Karine qui a dit là, quand ça te dépasse, tu reviens. Donc, développons les stratégies et quand ça ne va pas, prenons le répétiteur. Les petits, c'est encore, et comme on dit, la nature des enfants, moi j'ai un qui veut être toujours meilleur, donc il part et fait vite. Mais même avec lui-même, je me rends parfois compte que il veut me pousser. Il te pousse, il dit que ce n'est pas ça. Tu veux commencer à dire que tu veux lire les livres de la 5e, que tu dis, papa, tu te parles, c'est la première classe. Donc, il faut regarder, observons nos enfants et sachant que nous sommes des mères, ce n'est pas un échec. Donc, c'est comme elle voulait D'accord. dire. Mais avant de dire ce que je voulais dire, je voulais d'abord dire que prendre un répétiteur, ce n'est jamais un échec en fait. Je ne sais même pas qui avait d'abord dit que c'était l'échec. Ce n'est pas un échec, au contraire. On essaye de faire tout ce qui paraît mettre sur place. Enfin, on met en place tous les moyens qui peuvent aider l'enfant. Donc, si c'est le répétiteur qui marche, c'est bien. Si c'est le parent qui marche, c'est bien. Donc, le répétiteur n'est pas, enfin, pour ma part, ce n'est pas un échec, quoi. Maintenant, pour ce qui est de quand est-ce que on fait intervenir un répétiteur, c'est vrai que moi, comme j'ai dit, ma fille a 6 ans, elle est en CP. On n'est pas encore à ce niveau-là. Mais quand même, ce que je remarque, c'est que avant que l'école ne commence, ce qu'on a fait, on a commencé les livres qu'on a demandé d'acheter pour le TP. On a acheté 2. Donc, on a acheté la même chose pour la maison et l'autre pour l'école. Et on a commencé à travailler avec l'enfant à la maison. Et je m'étais vite rendu compte que pour ce qui est des mathématiques, je n'étais pas patiente. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que mon mari, en fait, il gère tout ce qui est mathématiques. Et moi, je gère tout ce qui est écriture et lecture. Donc, à un moment, c'est pour dire quoi?
pour revenir à ce que maman Marie disait, que, en fait, elle a l'impression que l'enfant, enfin, à un moment, quand tu ne comprends pas pourquoi l'enfant ne peut pas te dire pourquoi 1 plus 1 égale à 2, il réfléchit, tu te dis, mais tu réfléchis quoi? Enfin, quand tu sens vraiment que les nerfs commencent à monter, c'est mieux de laisser. C'est mieux de laisser que de vraiment détériorer la relation avec l'enfant parce que c'était devenu. Yeah. Yeah, dann gib mir bitte die Flasche. Pardon. Donc, oder du trinkst aus der Flasche. Désolée, pardon. Donc, je disais que quand on se rend compte que la pression commence à monter et que l'enfant se fiche, ça ne sert à rien de forcer. Pour ma part, comme elle est encore en CP, on n'a pas besoin de répétiteur, ce sont des petites choses. Là, du coup, avec mon mari, on s'est dit, bon, lui, il prend le côté mathématique et moi, je reste sur les lectures. Et jusque-là, ça marche. Maintenant, c'est quand elle n'est pas là que, bon, enfin, je suis obligée de faire les mathématiques avec elle. Et là, j'essaye de me contrôler, moi, pour qu'elle ne se sente pas frustrée. Bon, après, pour moi, tu vois, elle est encore en CP, c'est gérable. Donc, ça va, c'est les petites choses, c'est pas. Mais dans ton cas, c'est compliqué parce que quand l'enfant est déjà au lycée, c'est autre chose. Mais de façon générale, on fait intervenir les répétiteurs quand soit on n'arrive pas soi-même à atteindre l'objectif qu'on veut, ou soit, comme maman Aurélie disait, il y a des matières que nous, on n'a pas aimées à l'école, ou, enfin, quand on regarde dans son planning, on n'a pas le temps d'aller d'abord lire la matière pour comprendre avant de venir expliquer à l'enfant. On se dit, bon, que de prendre ce temps-là, il faudrait mieux prendre quelqu'un qui est formé pour ça, il fait la chose. Et enfin, ce qui est là, à la fin de la journée, on veut des enfants qui comprennent les matières, qui ne font pas les devoirs, comment on dit ça, qui ne récitent pas, mais qui comprennent ce qu'ils font. Que j'ai levé la main. Voilà. Donc voilà, je vous remercie d'abord vraiment pour vos interventions très, très enrichissantes. Pour ma part, je vais dire que, je vous ai dit que mon fils aîné fait le bac cette année et pour moi, prendre un répétiteur, ça a été la plus belle décision de toute ma vie de maman par rapport à mes enfants et leur vie scolaire. Parce que j'ai essayé de les tenir, mais quand ils ont commencé l'école, étant donné que nous, au Cameroun, on n'a pas fait des matières comme la musique, il y a certaines matières-là qu'on n'a pas fait au Cameroun. Donc, je leur ai dit, je peux vous aider ici. Mais au cours de musique, là, pardon, concentrez-vous parce que je ne peux pas. Et puis, donc, à un moment donné, à partir de la troisième, si je dois transposer dans le système camerounais, à partir de la troisième, il y avait certains chapitres où moi-même, je devais encore aller lire. Il vient, il me pose les devoirs comme ça, là. Je regarde, je sais que je vais commencer par où. Donc, je prends encore le bord pour moi-même lire, pour pouvoir lui expliquer, parce que tu dois rester l'enfant doit avoir confiance en toi, en fait. Donc, j'ai vu que ça m'a dépassé. Bon, j'ai longtemps cherché un répétiteur. J'en ai eu, mais je n'étais pas satisfaite. Parce il y en a beaucoup de répétiteurs, mais trouver des répétiteurs qui ne travaillent pas que pour l'argent, c'est difficile. Et donc, un autre point que je veux souligner, c'est donc que j'ai eu la chance, j'ai trouvé un répétiteur avec lequel je suis totalement satisfaite. Et je l'ai pris pour mes 2 garçons. Et je vais donner encore un autre point que j'ai vraiment découvert avec les enfants, c'est que on doit prendre en compte la personnalité de chaque enfant. Chacun de nous vient sur la terre avec un noyau de caractère qu'on ne peut pas changer. Donc, mon fils aîné, il est le genre, il a un peu plus de peine avec les matières comme les mathématiques, la physique. Mais il lit les livres de 2000 pages et il fait les résumés de 30 pages. Ça ne le dérange pas. Or, le deuxième n'aime pas les matières comme l'allemand, le français et tout, mais les maths physiques, c'est son domaine. Donc, quand je les ai introduits au répétiteur, je voyais ça toujours comme un paquet que non, il va aider les deux, il va aider les deux, ainsi de suite. Et c'est le répétiteur qui m'a dit à un moment donné que le deuxième n'a pas besoin de répétiteur. Mais moi-même, en tant que mère, je n'y croyais pas. Donc, ça avait le temps qu'il m'a expliqué que non, voilà, les maths, parce qu'il j'ai pris le répétiteur en maths et physique, et il est vraiment quelqu'un, il aime ça. Donc, pour lui, c'est comme, ça lui fait du plaisir. Donc, il a très vite compris, il a avancé. Or, l'aîné, les matières comme maths physique, c'est un problème pour lui, et donc le répétiteur l'aide bien. Et
le répétiteur, ce n'est pas seulement quand le parent sent qu'il ne peut pas. Pour moi, personnellement, c'était parce que je ne pouvais pas, mais c'était surtout parce que je voulais avoir plus de temps pour moi en tant que maman. Ce qui est très important pour pouvoir se ressourcer. Pour pouvoir, donc, pendant ils font leur cours de répétition, soit je vais au sport, soit je vais marcher, soit je lis un livre. Donc, je fais vraiment quelque chose pour moi. Il faudrait que ce temps-là t'aide, toi, à te nourrir en tant que maman. Donc, ce que je veux dire, que c'est très important. Une fois qu'on a identifié que l'enfant peut en avoir besoin, qu'on le fasse. Parce que, sinon, on déna, parce que quand tu donnes les cours de répétition à un enfant, tu lui cries dessus. Après, le repas est servi. Toi, tu es déjà dans une autre ambiance. Mais l'enfant est encore avec la frustration des cris pendant le cours de répétition et il n'arrive pas à dissocier les deux. Donc, moi, je pense que si le budget, si quelqu'un peut, hein, le répétiteur, à condition de trouver naturellement le bon répétiteur, c'est toujours une très bonne idée. Même pour le couple, pendant le couple, vous pouvez prendre un temps pour vous et tout. C'est très, très bien de le faire et de prendre en compte la personnalité de chaque enfant et ses compétences. Parce que il y a des matières que nous, on a fait au Cameroun, on n'a jamais été bonne, on a tout fait, ça n'a pas donné. Donc moi, aujourd'hui, j'ai compris que je n'exige plus de mes enfants qu'ils m'apportent les bonnes notes en toutes les matières. Si je sais que Nathan est bon en physique et maths, s'il apporte de bonnes notes, c'est bien, mais il n'a jamais eu plus de 12 sur 20 en musique et en, comment on appelle const en français, s'il vous plaît? En art. Ah, Non. Il a toujours 10 sur 20 en art. Et je sais il n'est pas bon en art. Et donc, on ne peut pas trop mettre la pression sur eux. Et quand on regarde bien, tout ce qu'on a fait dans notre vie de lycée et tout, ça, à la fin, quand tu fais la somme, hein, ça a très peu d'influence sur ce que nous sommes devenus. Donc, et moi, je dis, Papa, si l'enfant, il est fort dans ces matières où il est à l'aise, c'est bien, on met l'accent sur ça. Le reste, il peut être moyen, c'est OK. Le plus important, c'est qu'il soit heureux. Il ne faut pas que l'école devienne une source de stress et une source de frustration pour eux. Ils ne doivent pas penser que l'amour qu'on a pour eux dépend de leur rendement scolaire. On doit vraiment mettre l'accent plus sur, de ne pas mettre les organes, les aider dans les matières où ils sont forts et accepter qu'ils ne peuvent pas être forts partout, en fait. Parce que nous-mêmes, en tant que parents, on n'est pas compétents partout. Donc, on les laisse aussi vraiment cette place-là pour développer leur personnalité et voir où ils peuvent devenir ce qu'ils doivent devenir, quoi. Donc, c'est ce que je voulais dire. Euh, pour moi, il est important, si un parent a la possibilité de s'occuper de son enfant jusqu'à une certaine classe, jusqu'à, je vais dire, sixième, par exemple. Parce que pour moi, les devoirs sont une occasion pour le parent d'apprendre non seulement à mieux connaître son enfant, mais aussi à amener l'enfant à se concentrer et apprendre, à commencer à prendre de l'autonomie, c'est-à-dire à comprendre que, bon, à partir de maintenant, telle heure, ce sont les devoirs. Et plus tard, il comprendra que si maman n'est pas là ou bien si papa n'est pas là, c'est un devoir pour lui de faire ses devoirs. Donc, pour moi, faire intervenir le répétiteur, c'est bien beau. Comme une d'entre nous a pu le dire, il faut trouver le bon répétiteur. Par exemple, celle qui a parlé tout à l'heure a dit, son répétiteur lui a dit, le répétiteur de ses enfants lui a dit que son deuxième enfant n'avait pas besoin de répétiteur parce qu'il s'en sort mieux en maths et en physique. Tu vois, c'est le répétiteur qui lui dit, pourtant, si elle avait pris, si tu, la maman de l'enfant ou bien le papa de l'enfant, si tu prends du temps, si tu as vraiment du temps de faire des devoirs avec les enfants, déjà, jusqu'à un certain âge, tu comprendras un peu comment se comporte chaque enfant. Quelles sont les difficultés qu'il peut avoir face à une matière, c'est peut-être la mathématique, comment est-ce qu'il aborde la chose? Tu peux déjà le savoir. Donc, pour moi, le répétiteur, c'est une bonne chose, mais il faut savoir à quel moment c'est intervenir le répétiteur. Comme maman Karine l'a dit, elle a dit avec ses enfants, elle a remarqué que elle ne s'en, c'était pas ça. Et moi, je dirais que oui, déjà, prendre conscience que voilà, avec les enfants, ça ne marche pas. C'est tellement le répétiteur, ça marche. Si ça marche, tant mieux. Mais pendant que le répétiteur tient les enfants, toi aussi, essaye de travailler sur ce que, en fait, si ça marche avec le répétiteur, pourquoi est-ce qu'avec toi, ça ne marche pas? Peut-être tu es très strict, je ne sais pas, peut-être, à toi de trouver ce qui ne va pas
et de chercher aussi à garder un œil sur ces enfants-là. Parce que même si le répétiteur fait le travail, il est toujours important, même si ce n'est que le week-end, d'essayer de revoir ce que les enfants font avec le répétiteur. Parce qu'il y a des répétiteurs, il y a des enfants, bien qu'ils ont des répétiteurs, qui ne ramènent pas de bonnes notes à la maison. C'est lorsque l'enfant ramène peut-être de mauvaises notes, peut-être 3 fois que tu dis, et le répétiteur, ce n'est pas bon. Pourtant, si tu essayais de faire aussi les devoirs avec les enfants, ne serait-ce que le week-end, ça peut aussi te permettre, ça te rapproche de ton enfant, ça te permet de mieux comprendre ton enfant, de mieux comprendre ses difficultés. Pour que lorsque le répétiteur vient te dire, voilà, tu es capable de lui dire non, ici, ce n'est pas juste parce que je sais que mon enfant est capable de ceci. Par exemple. Donc, c'est ce que moi je pense en fait. Il faut savoir à quel moment vraiment choisir, faire venir le répétiteur parce que déjà, faire les devoirs avec les enfants, ça crée cette relation-là entre la mère, le parent et l'enfant. Donc, ça renforce non seulement les liens, l'enfant, le parent peut aussi être une motivation pour l'enfant parce que c'est pas toujours dit qu'avec le répétiteur, l'enfant s'en sort mieux. Peut-être avec son parent, le parent peut être une motivation, une source de motivation pour l'enfant. Le parent peut amener l'enfant à mieux comprendre. Il n'a pas pu comprendre à l'école. Si tu comprends ton enfant, tu peux trouver des astuces. Donc, pour moi, c'est ça. Les Merci. autres mamans pour l'intervention et je voulais revenir sur 2 points. La première chose, c'est que à partir de la CIL, disons le parcours scolaire le primaire, si on peut dire, ou bien jusqu'à, je sais pas, jusqu'au cours moyen 2, cours moyen, tu peux te dire que bon, je travaille encore avec l'enfant. Mais mon fils a commencé cette année, il fait latin, il fait physique, biologie, histoire, géo et tout. Ça devient, en latin, par exemple, moi, je lui dis que, fiston, je ne peux pas t'aider là-bas. Lorsqu'il vient, il dit que maman, et je dis que franchement, je ne peux pas t'aider. Il faudrait seulement qu'on lise et tout. Et là, moi, je trouve que si un parent décide de chercher un répétiteur, c'est pas un problème. Je dis, il faudrait que chacun puisse reconnaître où je ne peux pas aider l'enfant et chercher de l'aide. Pour moi, ça, c'est important. C'est important d'accepter déjà que, bon, là, je ne peux pas t'aider et de chercher de l'aide. La deuxième chose que j'aimerais peut-être soulever ici, c'est est-ce que tous les enfants doivent avoir toujours les bonnes notes? C'est la question que je pose. Parce que c'est quelque chose. Moi, comme je vous dis, moi, j'ai grandi quelque part où, peu importe la note que tu avais, on trouvait que tu pouvais faire mieux, bien que tu avais les bonnes notes. Mais est-ce que tous les enfants d'une famille doivent avoir les bonnes notes? Est-ce que parfois nous ne sommes pas très exigeants envers nos enfants? Ça revient que bon, il faut connaître l'enfant et tout. Je sais que beaucoup de parents africains ont par exemple ce problème ici en Allemagne lorsque on demande est-ce que l'enfant doit aller au lycée ou bien est-ce qu'il doit aller au collège ou alors dans une troisième école qui est un peu plus, je vais dire, mal noté que les deux autres. Au lycée, tu peux faire le bac. Au collège, tu peux faire le bac, mais au lieu de 12 ans, tu peux faire en 13 ans. Parce qu'on dit que bon, là, tu as le temps et puis tu peux décider même à partir de la 10e classe que non, je ne veux pas faire le lycée parce que tu comprends que c'est pas ta chose. Est-ce que tous les enfants doivent toujours avoir 20 sur 20 ou bien, je sais pas, 15 sur 20 en mathématiques, physique, histoire, géo et tout et tout? Qu'est-ce qu'on en pense? Parce que je pense que cette pression même qu'on met sur les enfants, ça commence déjà là. Il y a une maman qui a dit, ce que nous sommes aujourd'hui ne reflète pas toujours même ce qu'on a été au lycée. Je pense que il faut même d'abord, il faut d'abord voir quelle est la passion de l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant aime faire? Qu'est-ce que je peux... Parce que je pense que plus l'enfant est épanoui, plus il peut parcourir le système scolaire sans, même s'il a les difficultés, sans toujours avoir, sans être en dessous, quoi, mais être quand même dans la moyenne. Mais plus pour cela, il faut qu'il soit épanoui dans ce qu'il aime. Parce que généralement, je pense qu'on veut projeter, non, tu dois avoir les bonnes notes à l'école, tu dois avoir, mais peut-être ce n'est même pas ça que l'enfant veut pour lui-même. Peut-être c'est pas ce qui épanouit l'enfant. Je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire, mais je pense que c'est un problème
Très, très important parce que nous, dans notre système où on a grandi, il fallait avoir les bonnes notes, il fallait faire un bon bac, il fallait aller à l'uni et tout et tout. Mais en Allemagne, par exemple, on grandit dans un système où tu n'as pas besoin du bac pour t'épanouir. Et je vais dire, peut-être on va dire que non, l'argent est important. Tu n'as pas besoin du bac en Allemagne pour être riche. Moi, j'ai connu un monsieur qui avait son entreprise, qui fabriquait les pièces de voiture et tout. Il n'a pas le bac. Il a juste fait une formation après la 10e classe. Donc, je pense que il faut qu'on revoie même d'abord qu'est-ce que l'enfant veut, quelle est cette pression qu'on met. Parce que chez nous, je pense, on a cette pression de non, tu dois aller à l'université, tu dois fréquenter, tu dois avoir des bonnes notes et tout. Et c'est ça, c'est même cette pression-là qui fait à ce que on met la pression sur les enfants. Donc, il faut peut-être regarder sur ça. Est-ce que tous les enfants doivent en effet, je sais pas, devenir médecin, parce que je sais pas, ou bien ingénieur, ou je sais pas. Et si tout le monde devient ingénieur, qui sont ceux qui vont faire dans les autres métiers? Question, merci. Maman, ton débat là que tu veux lever là, ça va pas aller. Non, mais Non, c'est non, on important va... parce que c'est en effet Non, ça non, non, ça va qui pas pousse aller, ça cette va pas aller. pression. Regarde-moi, moi Merci, merci, je te dis à ma part. Si tu veux merci, être handwerker, fais d'abord le bac, après tu vas faire handwerker. merci beaucoup. Mais s'il Je n'est vois pas que... capable de faire le bac, s'il n'est pas Pourquoi? capable, Pourquoi il n'est pas parce que, capable? Non, regarde, excusez les mamans, bon, vraiment, je vais ça être va. obligée. C'est très passionnant parce que là, j'ai vu au moins 5 mains. Je suis sûre qu'on va revenir là-dessus, mais c'est pas notre thème, les mamans. Parce que là, je suis d'abord très satisfaite de la tournure que ça prend parce qu'on est en train de résoudre un grave problème. Peut-être en concluant, vous allez vous rendre compte à quel point ça m'aide, ce thème. Je vais donner la parole à maman Jeanne afin qu'elle donne son avis par rapport à la question. Parce qu'il faut noter que nous sommes en train de répondre déjà à la troisième question. Je me suis rendu compte que les deux questions sont liées. L'échec et à quel moment faire intervenir le répétiteur. Donc, maman Jeanne, tu as la parole. Ok. Les mamans ont des choses très, 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 très intéressantes. En fait, je vais juste suivre la masse, quoi. Moi, je sais pas, il faut qu'on arrête nos histoires que l'enfant va venir avec les notes qui brillent, il doit avoir 19 suivants. Moi, je dis toujours à mes enfants ici, là. Moi, j'aimais les maths, mais je n'aimais pas l'histoire, la géographie. Je n'aimais pas. Et aujourd'hui, je n'aime toujours pas. Tout ce que j'ai fait à l'époque là, ça ne m'aide pas aujourd'hui. J'ai fréquenté tout, j'ai fini toute l'école. Je suis où? Ça me donne l'argent? Moi, je dis toujours, observons-nous. C'est vrai, est-ce que ça donne l'argent? Observons nos enfants. On a beaucoup, je veux dire quoi? On a tellement d'input maintenant par rapport à nos parents. On est beaucoup plus conscient de certaines choses. Ce n'est pas, comme Karine dit, ce n'est pas les notes qui font l'enfant. Moi, je reste convaincue de ça. Les enfants ont du potentiel qu'on doit chercher à creuser en eux, qu'on doit chercher à découvrir. Il y a mon dernier qui me demande souvent que je dis ça parce que souvent, on a aussi cette tendance à dire, moi, j'étais toujours forte à l'école, j'étais ceci, j'étais ceci. Il y a mon frère qui m'a demandé, maman, est-ce que tu aimes manger les légumes? Est-ce que tu aimes vraiment les légumes? Je dis que, est-ce que les légumes, c'est bon? Je dis que je n'aime pas, c'est pas bon, mais je mange ça parce que c'est bon pour ma santé. Donc, c'est pour dire, peut-être l'enfant n'aime pas les maths, ça va être difficile. Je comprends que c'est difficile pour toi, mais je pense que ça pourra t'aider un jour. Fais un effort. C'est sur ça que j'insiste sur causant avec les enfants, mais sans mettre la pression. Il faut que tu aies les bonnes notes. Il faut que tu aies les bonnes... Et c'est ça, les gens qui ont trop fait l'école là. Il faut que... Je vous reconnais. Les mamans qui ont trop fréquenté. Toi-même en premier. Toi-même en Oui, premier. Hein? oui, non, parce que là, je suis obligée, et vraiment, tu vas m'excuser, maman Jeanne, je suis obligée de m'arrêter là parce que je me sens indexée et il faut pas que j'oublie le fil de mon idée par rapport à ce que tu dis. Tu as pleinement raison. Pour la simple raison que moi, j'étais Mouna for School parce que mes camarades disent qu'après Jésus, c'était mon cahier et tout, et tout, et tout. C'est vrai. On ne m'a pas mis le gun sur la tente pour aimer l'école. Jusqu'à présent, j'aime l'école. Je dis toujours, l'école ne finit pas. Je suis prête à fréquenter jusqu'à ce que j'ai une seule dent dans la bouche. Pauvre Mais ça enfant. m'a aussi aidé. Non, non, non. Ça, c'est un atout pour mes enfants parce que
Je n'ai pas aimé l'école. Je peux dire que j'ai aimé l'école pour toute la famille. Je n'exige pas que mes enfants aiment l'école parce que j'ai aimé l'école. Mon problème, c'est comment faire passer mon amour pour l'école à mes enfants. Si ça ne prend pas, je me fais aider et je me fais déjà pleinement aider. Par contre, l'atout majeur du fait que j'ai aimé l'école et je me suis rendu compte dans ce processus que c'est pas tout le monde qui aime l'école, c'est pas tout le monde qui a les mêmes compétences dans toutes les matières. Je prends l'exemple avec mon premier fils. Je vous promets, si je n'avais pas insisté, je n'allais pas savoir que c'est un enfant très intelligent. À la CIL, mon fils, au premier trimestre, m'a ramené 7 de moyenne. J'ai failli devenir bête. Je suis partie à l'école avec son bulletin. J'ai interpellé la directrice que mon enfant que j'ai accouché ne peut pas avoir 7 de moyenne. Dites-moi pourquoi il a eu 7 de moyenne. Je ne comprends pas. Mon fils ne peut pas avoir 0 en récitation alors qu'il bavarde plus qu'une pie à la maison. La directrice m'a appelée, on a discuté, elle m'a dit, les enfants ont notre caractère à la maison, contrairement à l'école. On peut lui dire, fais ceci, il ne fait pas parce qu'il est timide devant les gens. Bref, après, je me suis concentrée sur les devoirs de l'enfant. On a commencé à réviser ensemble, réviser ensemble. C'était dur, je vous assure, c'était dur. J'ai fouetté ce petit enfant, je l'ai fouetté copieusement. Erreur. Je vous dis, c'est mon expérience. Je comprends aujourd'hui que c'est une erreur parce que ça ne marche pas avec la fille. Et j'ai failli perdre ma fille. J'ai compris qu'il y a un problème chez moi. Donc, je dois changer ma méthodologie. Si mon fils a supporté, la fille n'a pas supporté. J'ai fouetté mon fils. Mon fils est quitté de 7 de moyenne à 12 de moyenne. J'ai dit, OK, je peux encore accepter 12. Là, tu es passable. Mais on va essayer de voir si tu peux donner plus. En fin d'année, mon fils a donné 18 de moyenne. Donc, vous pensez vraiment que dans ma tête, j'allais me dire que je n'ai pas combattu le bon combat pour qu'on reste dans 18 de moyenne. J'ai pris goût. J'ai pris goût et nous sommes restés dans 18 de moyenne jusqu'au cours élémentaire 2. Au cours élémentaire 2, il est parti vivre avec ma soeur. On avait changé de maison et tout et tout. Et tout. Là-bas, elle a essayé de tenir. Il est descendu à 15, 16. Je me suis dit non, c'est pas mal. Reste là-bas, reste comme ça. Parce que j'avais déjà aussi la fatigue. J'avais un autre enfant qu'il fallait suivre et lui, c'était plus ça. On est resté donc dans les 15, 16 jusqu'en sixième, cinquième. Il a encore descendu à 12. C'est là où j'ai compris que non seulement il est grand, je ne peux plus le fouetter comme quand il avait 5 ans, 6 ans. Donc, mieux, je prends le répétiteur, un homme qui va essayer de lui donner des challenges et tout, et tout, et tout. Et le répétiteur a réussi ce truc. Donc, il est remonté à 14, 15 de moyenne et on en est là. Depuis la cinquième, il est avec son répétiteur, on en est à 15. Mais le même traitement n'a pas donné avec sa sœur parce que tu fouettes la petite, elle te dit non, maman, non, ma peau, je suis blessée, maman, j'ai des blessures, maman. J'ai dit quoi? Donc, quand tu regardes ta peau pendant que je te fouette, il y a un problème, madame. Si je te touche encore, je vais te tuer. Et j'ai demandé de l'aide à ce niveau. Donc, vous voyez, j'ai des enfants qui ont des caractères hyper différents, avec la même mère, les méthodes différentes. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je me fasse aider et c'est ce que je fais. Donc, toutes Maman les idées que Marie, vous... Oui, je ne voulais pas te couper, mais je voulais intervenir par rapport à ce que tu dis avant d'oublier. Tu oui, as dit vas-y, quelque vas-y. chose. L'enfant est venu avec 7 de moyenne à la maison et tu allais voir la directrice. Une autre chose, c'est essayer de toujours être en contact avec les enseignants des enfants. Pas attendre que les bulletins arrivent à la maison avant que tu te rends compte que, ah non, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que mon fils, par exemple, lorsqu'il a commencé à la CIL, je demande à son professeur titulaire, qui est le prof d'allemand, elle me dit que non, il est très posé en classe, il marque, on dit comment, Il fait il, avec. il fait Il avec, il participe. participe Il bien et participe. tout. Et lorsque je demande au prof de mathématiques, elle me dit que non, il bavarde trop en classe, qu'il est trop, il est distrait et tout. Je dis, mais non, c'est pas possible. Et on s'est rendu compte qu'en effet, puisque déjà à l'âge de 5 ans, il s'intéressait déjà aux chiffres et tout. Donc, lorsqu'il arrive à l'école et puis on est encore en train d'apprendre à écrire 1, 2, 3, il s'ennuie. On donne les exercices, il finit rapidement, il s'ennuie et il bavarde avec les autres. Et pour la maîtresse, il est distrait pendant le cours. Et qu'est-ce qu'on a donc fait?
dans cette causerie qu'on s'est rendu compte. On s'est donc dit que, bon, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on donne les exercices, il finit, on lui donne encore plus d'exercices pour l'occuper. Donc, c'est une autre chose, beaucoup communiquer avec les enseignants. Mon fils a changé d'école cette année et j'ai déjà écrit près de 3 mails échangé près de 3 mails avec la maîtresse parce que je demande, je ne m'assois pas seulement, j'attends que les bulletins arrivent à la maison. J'ai écrit le mail, je dis que bon, je voulais juste savoir, ou bien je demande à rencontrer la maîtresse, ou je demande un appel téléphonique, la période où on a eu Corona ici, ou je demande juste que je voulais savoir comment est-ce que l'enfant s'en sort à l'école. C'est aussi important, pas attendre que les bulletins arrivent à la maison et puis on commence. Puisque quand tu fais ça, et j'ai dit à mon fils que je communique avec ta maîtresse, là, parce que pour moi, c'est aussi un partenariat avec la maîtresse. Parce que je me dis, si tu avais communiqué avant, tu devais savoir que, bon, on dit qu'il est timide à l'école et tout, pourtant, c'est pas le cas à la maison, et tu devais commencer à travailler avec lui avant qu'il ne te ramène 7 à la maison. Je Ouais, sais tu pas as si tu raison. comprends, oui. Oui, tu as absolument raison. Parce qu'en fait, le souci, c'est qu'il avait eu la varicelle. Donc, il a passé 2 semaines à la maison. Et quand il est reparti, c'est l'argument qu'on m'a brandi. Et après ça, justement, j'ai corrigé le tir. J'avais un cahier avec sa maîtresse, le cahier de la maîtresse. Donc, elle me notait les points forts de la journée dans le cahier et je lui restituais aussi mes observations. Et on a marché comme ça jusqu'à ce qu'il ait le CEP. Donc, tu as pleinement raison. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à communiquer avec sa maîtresse et ses enseignants titulaires. C'est un point très positif. Et j'ai cultivé ça à partir de ce moment-là. Euh, il y a une autre maman qui est à la parole. Je ne sais pas Ouais, laquelle a même pas levé laissé la main. finir. Tu m'as coupé, je n'ai même pas fini. Désolée, vas-y, maman, j'en finis. Vraiment. C'est parce que tu as touché là où ça faisait mal. Oh, sorry, Finis alors, j'ai maman. même oublié le fil. Je voulais juste te dire que Ah, vraiment, il faut, enlevons nos histoires de culture là, que, oh, il faut bosser, il faut ceci. Et la façon de communiquer aussi, c'est quelque chose, c'est pour ça que je dis que demander de l'aide, c'est tout à fait normal. Quand tu as du mal à communiquer avec l'enfant, sur ce coup-là, mieux tu donnes à quelqu'un. Donc, je voulais insister là-dessus. Moi, j'ai mes 2 cas ici à la maison. Quand mon aîné là doit travailler avec son père, il me dit que, mais papa, pourquoi il fait comme ça? Pourquoi il est dur comme ça quand il fait? Quand on a fait les devoirs, il gronde pourquoi, maman? Je comprends pas. Maman, je veux faire les devoirs. Avec toi, toi, tu expliques, maman, je comprends. Donc, tu vois un peu, ça dépend. C'est pas tout le monde qui a cette aptitude-là. Et c'est tout à fait normal de dire, OK, je donne à quelqu'un d'autre de gérer parce que j'ai du mal à communiquer sur telle ou telle matière. Mieux je laisse, je donne à quelqu'un. Donc, faut pas t'en vouloir. Parce que même quand on t'entend parler, c'est avec beaucoup de passion. ah Donc, oui. oui, ça avait beaucoup de passion. On peut se rendre compte que quand tu étudies avec les enfants, c'est vraiment, et vous devez comprendre. Tu dois comprendre. Je ne comprends pas pourquoi tu ne comprends pas 1 plus 1. C'est pas normal que tu ne comprennes pas 1 plus 1. Et ça peut se ressentir même dans ta façon de parler. C'est pour ça que je dis, si tu n'as pas cette patience-là, tu n'as pas cette douceur-là, tu n'as pas cette empathie, en fait. Mettre à la place de l'enfant. Mais pourquoi est-ce que ça cloche à tel endroit? Pourquoi est-ce qu'elle a du mal à comprendre 1 plus 1? Qu'est-ce qui est dans sa tête? Comment est-ce qu'elle représente ça dans sa tête pour ne pas pouvoir me donner la réponse qu'il faut? Et c'est pas tout le monde qui a cette aptitude-là. Donc, du coup, tu lèves les mains, même si c'est pas le répétiteur, ça peut être même ton mari, ça peut être une tante ou un oncle, quelqu'un qui le fait mieux, en fait. Il y a tellement de très belles contributions qu'au bout du fil, on perd même ce qu'on voulait dire. Ouais. Mais j'ai retenu quelque chose de très, très important, c'est que euh, il faut connaître, si tu as la chance d'avoir un enfant qui aime l'école, là, tu es tranquille, pas possible. Moi, je, euh, je, je prends mon exemple. Je me dis souvent que c'est maintenant que je comprends que j'étais un enfant facile. Parce que ma maman n'était jamais derrière moi. Je ne me souviens même pas un jour où ma maman a regardé mon cahier et tout. C'était dans ma tête. J'aimais l'école, tout simplement. On nous donne même des devoirs. Vous avez les vacances de Noël, c'est 2 semaines. Je ne pouvais pas m'imaginer aller en vacances sans finir mes devoirs. Le jour même où je reçois les devoirs, ma maman me dit même que vous n'avez pas les vacances. Tu ne te reposes pas. Non, je ne peux pas passer de belles vacances tant que je ne sais pas que ça j'ai fait et j'ai mis de côté. Du coup, quand tu as la chance d'avoir un enfant qui aime l'école, là,
Vraiment, c'est la grâce de Dieu, c'est une bénédiction. Tu ne te fatigues pas, tu es juste là pour contrôler si tout va bien. Mais le problème, c'est que tous les enfants ne sont pas pareils et de nos jours, maintenant, il y a beaucoup de distractions. Les enfants ont beaucoup de choses à leur disposition, même si un enfant aime l'école, il va aimer les jeux vidéo à côté et tout. Et si tu n'es pas là pour canaliser l'enfant, facilement l'enfant va verser dans autre chose. Quand tu dis qu'on vous reconnaît, vous les mamans qui avaient longtemps fréquenté m'a permis de comprendre que mon enfant ne doit pas forcément longtemps fréquenter parce que ça n'a pas fait de moi un milliardaire. Et je regrette même d'avoir longtemps C'est fréquenté. ce que je vous ai dit, que ça ne donne pas l'argent, justement, parce que ça ne Jamais. donne pas l'argent, Et je justement. me suis même dit, Oui, mais est-ce qu'on fréquente pour l'argent, en fait? C'est Est-ce qu'on ce qu'on, fréquente pour l'argent? c'est pour quand on se grandit, c'est ce qu'on construire. nous apprend, c'est comme C'est ça pour qu'on se nous éduque. construire une vie. C'est C'est ça, c'est pour ce se qu'on nous construire éduque. Tout à l'heure, tu disais qu'avant d'être handwerker, il faut au moins avoir le bac. C'est ça, c'est Pourquoi? ce Oui, qu'on mais nous apprend. parce que pour moi, quand je dis ça, c'est parce que fréquenter, tu viens de ça, t'a ouvert l'esprit. Et C'est c'est ce vrai. qui est important, en fait. Ça t'ouvre l'esprit et ça te permet d'avoir, tu vois les choses différemment. C'est ça le problème. Mais c'est ça le Mais je problème n'ai pas aussi. dit, moi, je n'ai pas dit que c'était pour l'argent. Non, c'est pas Mais pour est-ce que l'argent. c'est fréquenter seulement qui ouvre l'esprit? Ça fait Maintenant là, partie. Ça fait maintenant partie. là, maintenant là, tu n'as même pas besoin de fréquenter pour avoir l'esprit ouvert. Parce que la Pardon, tu connaissance vas est parler. la connaissance Non, il n'y a pas qu'on est va partir disponible. avec le sujet strictement après, parce que C'est on ça. est Je en train dis que de... la connaissance est disponible. Tu sais, l'école maintenant, on le suit juste parce que, par exemple, en Allemagne, c'est Pflicht. Mais je me dis qu'il y a des Obligatoire. enfants qui, en restant, oui, c'est obligatoire, en restant à la maison, ils sont capables d'acquérir les connaissances, plus même que ceux qui vont à l'école. Parce que tout est disponible. Et mes mamans, ils Et sont je vais combien? revenir. Marie, je voulais dire, attends, quand je disais qu'on a trop fréquenté, c'est pour ça qu'on est comme ça. On fait avec nos enfants. C'est pour, enfin, j'ai confirmé ça avec ce que Marie a dit, que l'enfant que moi j'ai accouché ne peut pas avoir sept. C'est dans ce sens que je vois. Tu dis comment? Moi, j'ai Mhm. fréquenté autant. Comment est-ce que mon enfant peut avoir sept de moyenne? C'est dans ce sens que je dis, quand tu as Hmm. trop fréquenté, ça finit un peu à te mettre une forme d'orgueil, un truc, C'est l'orgueil, c'est voilà, l'orgueil. c'est ça. Je Et Oui, sais. parce qu'on sait que les enfants doivent faire plus que leurs parents. exactement, c'est dans ce sens que je C'est dis comme ça. ça qu'on nous éduque ici. C'est Et on ça. m'a toujours dit que, mais te voilà avec autant de diplômes, qu'est-ce que tes enfants vont faire après? Hein? Et puis, il faut laisser un peu de place pour que les enfants puissent faire mieux que toi et tout. Mais justement, avec les études menées, ils peuvent faire mieux que moi dans d'autres domaines. L'éducation financière qui permet à un enfant, même sans diplôme, d'être riche. S'il Exactement. Voilà réussit Karine ça. là-bas qui veut même devenir muette. Regarde. Je te jure, Donc, je te jure, et donc je la soutiens ouais, parfaitement. ouais, Je ouais. vois son argument. Il faut suivre l'enfant là. Moi, si mon enfant aime, on avait réunion de parents d'élèves lundi. J'ai vu un parent carrément, je lui ai dit que, tu sais, ton enfant, les dessins que ma fille m'amène, que c'est ton enfant qui fait ça. À votre place, moi, j'allais suivre l'enfant dans ce domaine-là. C'est vrai que l'école, c'est important. Les autres matières, je vais appuyer parce que quand tu développes ton art et tu ne sais pas vendre ton art aussi, ça n'a pas de sens. Je vais insister sur les autres domaines, mais je sais déjà là où veut aller mon enfant et je vais beaucoup le soutenir dans ça. En fait, c'est ma philosophie, moi. Je me dis maintenant, ce n'est pas parce que j'étais bien à l'école que mon enfant doit forcément être bien à l'école. L'essentiel, c'est que je ne veux pas le laisser trop de liberté parce que je veux aussi qu'elle arrive à un certain moment où elle sera capable de prendre sa vie en main. Prendre sa vie en main, c'est quoi? Avoir un petit paquet intellectuel qui lui permettra de gérer ces choses à l'avenir, quel que soit le domaine dans lequel elle évolue. Je vois que c'est partout là, les mamans, ça chauffe seulement. Je ne vais pas monopoliser la parole. C'était juste pour donner ma petite contribution. Ouais, ouais, ouais. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous avez remarqué avec moi, c'est un sujet actuel et moi, je suis la preuve vivante, hein, vraiment, je suis la preuve vivante et vos astuces m'aident énormément, je suis sûre, parce que moi aussi, je suis à l'affût de toutes les petites astuces qui peuvent m'aider dans le relationnel avec les enfants. C'est le seul, je pense, c'est le seul domaine qui coince. Parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai deux personnalités avec les enfants. La maman qui fait les devoirs
et la maman qui vit avec eux au quotidien. Je peux passer toute une vie avec l'enfant. Je ne tire pas ses oreilles, je ne frappe pas, je ne gronde même pas. Mais quand c'est l'école, aïe, 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 c'est ma faiblesse, c'est ma faiblesse. Je n'arrive pas à me contenir, c'est difficile. Et ma fille elle est devant moi comme le miroir. Elle me renvoie ce reflet, ce revers de la médaille là, que non, c'est pas parce que tu connais que forcément je dois connaître. Donc, elle m'a donné une grosse, grosse, grosse leçon. Et c'est par rapport à elle que je me suis posé beaucoup de questions et j'ai voulu qu'on débatte de ce sujet-là ici. Je suis déjà tellement rassurée que appeler leur petiteur pour eux, c'est pas un échec. Donc, merci beaucoup à vous. Nous avons encore 30 minutes justement pour continuer à prendre les avis. Il n'y a pas de main en l'air, mais sentez-vous toujours prête à partager. J'aimerais revenir aussi sur ce que maman a dit. Je ne me souviens plus très bien, mais il y a une maman qui a dit que ça vient aussi du fait que la maman, avec toutes les activités qu'elle a à faire, se fatigue. Je suis pleinement d'accord avec elle. Parce que avec le garçon, j'avais de l'énergie. J'avais de l'énergie et j'ai accouché la fille et ce n'est pas pour autant que ma charge de travail a diminué. Donc, il y a le travail. Quand je rentre le soir, je suis fatiguée, j'ai mes problèmes. Seulement en pensant que je dois réviser avec le garçon et la fille, je suis KO. Du coup, je suis à fleur de peau par rapport aux révisions et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Je pense que c'est aussi l'une des raisons qui m'ont poussé à être très, très vilaine dans ce sens-là avec les enfants. Parce que j'ai une charge de travail qui ne diminue pas, mais les enfants augmentent, augmentent et il faut s'en occuper. Donc, du coup, j'ai préféré me faire aider. Donc, qui veut prendre la parole pour continuer dans ce Je crois qu'elle sens-là? m'a mis. Bonsoir, bonsoir. Ouais, bon, depuis j'observe seulement, mais j'ai dit que vraiment, je ne peux pas partir comme ça aujourd'hui. C'est très bien. Ouais, j'ai dit que je ne peux pas partir, le débat est un peu vraiment chaud là. Je suis Léadine Safak, je vis en Allemagne à Berlin et je suis maman d'un petit garçon. Donc, expérience là, il n'y a pas trop, mais avec les cousins que j'ai eu à aider ici, bon, je peux quand même dire quelque chose par rapport au sujet. Je crois quand même que nous, les mamans africaines, ou alors les mamans africaines en général, elles sont, ou les parents en général même, ils sont trop peu exigeants, si je peux dire ça comme ça. Ils ont un canevas dans la tête. Beaucoup ont déjà un canevas, c'est que oui, l'enfant, c'est la maternelle. Après la maternelle, c'est le primaire, le lycée. Après là, le bac, il a ceci, là, cela. Donc, beaucoup de parents africains ont ce canevas-là. Du genre, après, à la fin, même, ça bloque, même, ça essaie de bloquer la vision de chaque enfant parce que beaucoup d'enfants aussi ils ont, mais bon, chaque être humain a sa vision, aussi petit qu'il soit. Et avec le canevas que les parents ont déjà dans la tête, ça leur rend même parfois aveugle. Ça empêche à plusieurs parents de voir vraiment quel est le potentiel de leur enfant. Je vais prendre peut-être mon exemple. Moi, je suis quelqu'un, je n'ai jamais aimé l'école de toutes les façons. Je n'ai jamais aimé l'école. Si je suis ici où je suis là, c'est parce que, bon, on a toujours eu à m'expliquer, oui, il faut ceci, il faut. Mais tout ce que je faisais, ce n'était pas par amour, c'était parce que je savais que dès que je peux me libérer des griffes des parents, je vais faire ma vie, je vais faire ce qui est dans ma tête. Et c'est ce qui est arrivé parce que dès que j'ai pris la licence, j'ai appelé mes parents, j'ai dit, OK, voilà la licence, je crois que je peux m'envoler dans n'importe quel sens que je vais prendre. Donc, c'est comme ça, après la licence, ce que je fais, je travaille, mais en réalité, je n'aime pas ce que je fais. Si mes parents avaient pu déceler ce que j'ai, parce que je suis quelqu'un, j'aime le monde du business, et ce n'était pas possible. Mon père a essayé de me mettre dans ce monde parce qu'il me mettait là, mais il a vu au Cameroun, c'est pas évident. Il a vu, il dit que non, celle-ci peut être détournée. Il dit que mon ami va à l'école. Le plus important à l'école, tu seras à l'aise à l'école. Va à l'école, mais je n'ai jamais, donc, de la maternelle jusqu'aujourd'hui, on me dit ça, que toi, tu n'as jamais aimé l'école, mais on ne sait pas comment tu as fait pour avoir la licence. J'ai eu cette licence, pour moi, je dis toujours que c'est pour les parents. C'est aujourd'hui que je cherche ma propre vie. Si on m'avait guidée, on m'avait mis même dans une école de formation et tout, c'est que peut-être je suis loin. Ah, peut-être je ne suis pas loin. Donc,
Nous, je vais dire ça, même quand je regarde mon fils, heureusement que son papa a la même vision, on dit que toi là, si on sent à un moment donné que ça ne va pas, on t'envoie, on te directement, donc là où on voit un peu la vision, on dit que si l'enfant, c'est à telle direction qu'il aimerait prendre, on essaie un peu de te cadrer dans ce sens-là. Ce n'est pas mauvais de faire la formation parce que beaucoup ici, là, quand ils arrivent, on dit formation, on croit toujours que c'est l'échec. Beaucoup de parents savent que dès que l'enfant va faire la formation, c'est l'échec. Non, tous les enfants, il y a d'autres qui aiment le long crayon. Si quelqu'un aime le long crayon, il va faire son long crayon. Si on décèle à un enfant la formation, quel que soit le domaine, essayons de cultiver ça et aider cet enfant. Ça sera plus facile. On n'aura plus ce combat à faire que non, l'enfant ne fait pas ceci, il ne fait pas les devoirs, oui, il doit le faire. Mais on doit apprendre chaque enfant. Les enfants sont tellement différents. Ceux qui aiment, ceux qui sont faciles à gérer et ceux qui seront un peu plus difficiles à gérer. Mais sans toutefois oublier que les enfants ne doivent pas réaliser nos rêves parce que dans certains parents aussi, il y a nos rêves que les parents veulent réaliser à travers les enfants. Une comme moi, qu'on a dit que je devais être médecin. L'autre, là, je riais parce qu'elle ne pouvait même pas tenir. Je ne pouvais jamais tenir. Donc, on doit beaucoup faire attention à nos enfants. Ne mettons pas les rêves, ne faisons pas réaliser nos rêves à travers nos enfants. Je me dis que ça sera l'échec. Ça sera pas évident. Donc, on doit faire vraiment attention et soyons moins exigeants avec nos enfants si on veut leur voir réussir, ne pas se sentir frustré à la longue, quoi. Donc, c'est tout ce que je voulais dire ce soir. Ce soir. Oui, C'était ça va. vraiment très enrichissant de vous écouter. Hein. Les idées, ça fuse de partout. Non, c'était vraiment un sujet riche. Au départ, quand j'ai regardé le thème, j'étais en train de me poser la question, mais quelle orientation on va bien donner? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir ressortir de là? Mais là, je suis agréablement surprise. Ça me plaît vraiment. Et ce que je voulais dire, c'est les mamans ont déjà à peu près brossé un peu mon point de vue aussi concernant les répétitions. Est-ce qu'il faut prendre? Et déjà, je renchéris aussi en disant, ce n'est pas forcément un échec. Et l'une des raisons qui pousse souvent le parent à prendre un répétiteur pour l'enfant, c'est souvent parce qu'on n'a pas aussi le temps par rapport à nos occupations professionnelles. Mais maintenant, est-ce qu'il faut abandonner la gestion scolaire aux répétiteurs et ne même pas regarder ce que l'enfant fait? Non, moi je pense que justement pour recadrer et faire comprendre à l'enfant que lorsqu'il revient à la maison, il faut aussi qu'il sache qu'il peut travailler avec les parents. Donc, en fait, c'est une façon pour moi de montrer l'implication du parent dans son cursus scolaire. L'enfant doit se sentir accompagné par ceux-là qu'il connaît, ceux-là avec qui il vit chaque jour, pas seulement des visages étrangers. Maintenant, il y a une autre question qui me vient parfois à l'esprit, c'est quelle est la principale raison qui nous pousse à prendre le répétiteur? Les motivations, c'est quoi? Comme tu as dit, mon mari, tu n'as pas supporté que moi qui étais intelligente, mon enfant, lui, il me ramène cette moyenne, mais non, je ne peux pas accepter ça. Qu'est-ce qui nous pousse vraiment? Est-ce que ce sont nos objectifs de carrière si je n'ai pas réussi? Si je prends par exemple mon exemple, mon papa, lui, il a toujours dit, il n'a pas fréquenté, mais lui, il aimerait que on n'en fasse plus que lui. Donc, lorsque tu passais un examen, il te dit, donne-moi le suivant. Lorsque tu passais un examen, il te dit, donne-moi le suivant. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'université et qu'on finisse avec le premier cycle. Donc, c'est quand on a fini avec le premier cycle avant qu'il a dit, maintenant, je vous laisse faire ce que vous voulez. Donc, je ne peux pas dire, je n'ai pas aimé l'école, mais la motivation qui m'a menée à fréquenter pour moi, c'était de donner à mon père ce que lui n'a pas eu. Et donc là, ça me pousse même à réfléchir à un autre thème qu'on pouvait rajouter ou peut-être même le prochain, je ne sais pas. Parce qu'on a déjà touché un peu l'orientation dans ce sens-là. Qu'est-ce qui nous motive à pousser nos enfants à être les meilleurs ou alors à bien travailler dans ce qu'ils sont en train de faire? Est-ce que c'est pour voir ce que nous, on n'a pas réussi à faire ou alors c'est pour faire de
Déjà, non, on va t'asseoir et dire, mon fils a la licence, mon fils a le bac, mon fils a le doctorat, mon fils est docteur ici, ou bien, je sais pas. Qu'on essaie un peu de réfléchir et qu'on voit, j'espère que je ne suis pas trop sortie dans le sujet, mais ça m'a fait plutôt penser à d'autres orientations qui partent de ce qu'on a commencé aujourd'hui. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Merci. Oui, maman, je ne sais pas laquelle des deux a levé le doigt avant, entre Honora. maman Jeanne et Honora. Les deux ont Honora. les mains à Honora. Maman Honora, tu as la parole. Ou bien c'est une ancienne qu'elle n'a juste pas baissé. C'est pas une ancienne main. Bon, maman Jeanne, tu peux prendre la parole le temps qu'elle... Non, je voulais dire un merci particulier à Léadine pour son témoignage. Moi, je pense que c'est très, très important d'avoir des cas comme ça. Elle le dit ouvertement, elle n'a pas aimé l'école, elle n'a jamais aimé l'école. Il faut que ça entre dans nos têtes là, que ce n'est pas tout le monde qui le fait de gaieté de cœur. Et je pense qu'il est important d'orienter nos enfants en fonction de ce qu'ils aiment. Tout ne tourne pas autour de l'école. C'est vrai, même si l'enfant s'oriente, par exemple, il veut faire peut-être le business, comme elle disait, il y a quand même un minimum que l'enfant devrait avoir. Maintenant, trouver les méthodes pour lui faire passer ces autres, ce minimum-là, maintenant, c'est à chacun de voir, quoi. Et Marcel a renchéri en disant, elle a eu la licence, elle a passé ses examens-là pour faire plaisir à papa. Est-ce que c'est ce qu'on veut pour nos enfants? Point d'interrogation, je pense pas que c'est ce qu'on veut. On veut que nos enfants soient épanouis dans ce qu'ils font en grandissant, que ce soit maintenant ou en grandissant. Donc, malheureusement, la société nous fait croire qu'il faut passer par l'école pour avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Il y en a qui ne vont même pas à l'école. Il y a des gens qui font le quoi, homeschooling. Et puis, après, ils s'en sortent dans la vie. Donc, je crois que c'est d'abord quelque chose je ne sais pas si je vais dire tuer ça, mais casser ça en nous, que ce n'est pas là, on ne réussit pas la vie seulement en passant par l'école. Si l'enfant vient avec de bonnes notes, de mauvaises notes, sachant apprécier où est-ce qu'il a les bonnes notes d'abord, et maintenant l'amener, peut-être pas avec beaucoup de ardeur ou bien de force, mais l'amener à comprendre qu'il a aussi besoin d'autres trucs, d'autres matières, et maintenant trouver la méthode pour faire passer ces informations-là. En effet, c'est pour ça que c'est à cause de ce que Léadine a dit que ce sujet me brûle comme ça. Parce que je suis aussi un autre témoin, une autre personne qui a vécu de pareilles choses. J'étais très brave à l'école et après mon bac, j'ai eu tellement de bourses et j'avais en tête, j'avais ce que je voulais faire. Mais mon papa a dit non, tu es trop intelligente pour aller faire maths info, va plutôt faire physique. Il faut plutôt faire physique. Donc, le parent veut vivre son rêve sur l'enfant. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que je fais avec la licence que j'ai eue en physique parce que je ne sais pas, c'est déjà, tu as le diplôme juste bon, parce il fallait le faire parce que c'est lui quand même qui payait ta pension, ta ration et tout. Mais et c'est ça, moi, c'est mon combat aujourd'hui avec mes enfants. J'ai dit ce que l'enfant veut faire, je vais me battre pour l'encourager dans ce qu'il fait. Déjà, à cet âge-ci, je vous ai par exemple pris l'exemple de mon fils. Il dit qu'il veut être architecte. Il aime bien dessiner les plans des maisons. J'achète autant de cahiers qu'il peut. Il dessine les plans des maisons, les plans des villes, des villages et tout. Il dessine il dessine beaucoup. Et je l'encourage. Je lui dis que, bon, regarde, j'essaie de voir si je peux contacter les architectes pour qu'on y aille, pour qu'ils voient comment est-ce qu'un architecte travaille en effet. J'essaie de regarder, est-ce qu'il y a peut-être les foires d'emploi où je peux aller avec lui pour qu'il pose les questions. Dernièrement, on était quelque part et il demandait les informations sur les études pour être architecte. On lui a donné les informations et tout. Et la dame lui demande que, mais tu fais quelle classe?
Il dit que je suis à la quatrième classe. Elle dit que, mais tu as encore du temps devant toi, il faut bien garder. Et il a quand même pris, et s'est gardé bien dans sa chambre et tout. Encourager la passion de l'enfant. Ne pas avoir, parce que tu avais un jour rêvé faire quelque chose et ça n'a pas réussi dans ta vie, tu essaies d'imposer cela à l'enfant. Moi, ça, c'est mon combat. Je trouve que c'est vivre ton rêve. Je vais dire quoi, c'est vivre ton rêve sur l'enfant. Mais l'enfant est venu sur Terre pour vivre sa vie à lui. Nous, en tant que parents, notre objectif, c'est juste d'encadrer l'enfant. Je ne demande pas de ne pas, je vais dire quoi, de ne pas soutenir l'enfant ou bien de ne pas encourager l'enfant qui doit étudier et tout. Non, la base doit être là. Mais il ne faut pas imposer moi, je trouve que c'est bien pour l'enfant à l'enfant. Si l'enfant n'aime pas les mathématiques, mais il aime d'autres matières, je l'encourage dans ce sens-là. Et moi, c'est surtout ça. C'est non, tu n'as pas eu la bonne note en ceci, non, tu n'as pas. Mais il y a aussi d'autres choses que l'enfant fait peut-être à côté qui sont bien. Donc, c'est surtout ça que moi, je voulais encore dire. Merci. Tu as bien parlé. Maintenant, là, ce que tu viens de dire, là, je te rejoins parfaitement et je rejoins aussi Maman Jeanne dans le sens que, et je pense que j'ai dit ça tout à l'heure aussi, le fait de faire le long crayon, ça ne veut pas forcément dire qu'on aura l'argent ou qu'on sera milliardaire. Il y a d'autres façons de, sans même être allé, sans avoir fait de long crayon, d'avoir de l'argent, quoi. Donc, mais je pense que ou bien ce que je n'ai pas bien compris, ou bien là où certains parents se perdent souvent, surtout ici en Europe, ceux qui disent que bon, hein, ils disent pas, ils n'ont pas le temps parce qu'ils sont très occupés. Ils laissent l'enfant se débrouiller seul, faire les devoirs seul. Ils ne suivent pas les enfants. Et à la fin, quand on arrive au niveau où il faut maintenant orienter l'enfant, on oriente l'enfant dans comment on appelle ça? Real Schule, par exemple. Donc, il a fait une formation alors que peut-être ce n'était pas la voix de l'enfant, juste qu'il n'y a pas eu un suivi derrière. Donc, l'enfant a été laissé à lui-même, quoi. Le parent n'a pas eu la possibilité de capter si oui ou non il était fait pour la formation ou pas. Et c'est souvent ce que je déplore. C'est pour ça que j'ai dit, quand tu parlais de, est-ce que l'enfant est obligé d'avoir de bonnes notes ou bien est-ce que l'enfant est obligé de ramener de bonnes notes? Il peut être fort dans telle matière et il est faible dans l'autre. Et c'est OK. Il y a pas de problème. C'est pour ça que je dis que là, je te rejoins. Et maintenant, dans ce dans quoi il est fort, on l'encourage. Ce dans quoi il n'est pas fort, on essaye aussi de le suivre comme on peut. Si ça donne quelque chose, ça donne, mais ce n'est pas bien grave. Mais à la fin, il faut que, pour moi, je pense que ce qui est important, c'est que si l'enfant doit faire une formation ou être architecte ou faire de longues études, il faut qu'il y ait eu un suivi dès le départ et que l'enfant, à la fin, suive donc sa route. C'est ce que moi, je peux dire, c'est ce que moi, je combats, en fait. Ne pas abandonner l'enfant et se dire que je n'ai pas eu le temps, ou soit on s'est soi-même concentré sur nos propres projets, on s'est dit, bon, l'enfant va se débrouiller. Et à la fin, quand il se retrouve en train d'entrer, de faire une formation, alors qu'il pouvait faire plus, c'est ce que moi, je trouve dommage. Maintenant, pour l'autre maman qui, je sais pas comment elle s'appelait, qui a dit qu'elle n'aimait pas l'école, et qui s'est retrouvée en train de faire les longs réels qu'elle elle ne voulait pas. Oui, je trouve ça dommage et c'est pour ça que je dis que enfin, le fait que nous soyons en Allemagne, parce que en France même, ce n'est pas assez, pas ce système-là. En Allemagne, par contre, s'il y a ce système-là, très vite, on détecte si l'enfant est fait pour les études ou pas et on les aide. Et moi, je trouve ça bien parce que tout le monde n'est pas fait pour l'école. Et, et finalement, celui qui veut faire sa formation fait, celui qui veut faire son long crayon, il fait, et c'est aussi OK. À la fin de la journée, si tu es satisfait de ce que tu fais, si tu es content de ce que tu fais, ça va. Maintenant, pour nous, les parents qui avons essayé de pousser un peu à l'école et que, voilà, quand l'enfant, par exemple, ça, au tout début, on se rend peut-être compte que l'enfant, parce qu'il y a aussi des enfants qui ne veulent pas. Est-ce que je vais alors laisser l'enfant
C'est-à-dire que si je sais que mon enfant joue trop, est-ce que je vais donc laisser l'enfant continuer à jouer et me dire que ok, chaque fois que je demande de venir faire les devoirs, il me dit, ah, je ne veux pas, moi, je veux jouer. Est-ce que je vais donc laisser l'enfant en me disant que, ah, bon, il y a cette autre option de formation, en fait. Donc, moi, c'est ce truc-là que je dis. S'il faille que l'enfant fasse la formation, ok, c'est ok, mais il faut que ce soit vraiment sa route. Mais pas qu'il y ait eu un laisser-aller dès le départ et on se retrouve donc en train de prendre la formation comme une roue de secours, en fait. C'est pour ça qu'au départ, moi, j'avais dit que je n'étais pas d'accord et que si mon enfant veut être handicap, il n'y a pas de souci. Je te conduis dans ça. Mais à côté, j'attends quand même, il y a certaines choses que j'attends de toi qui vont Tu vas t'aider prendre les même après, photos. parce qu'après, pour pouvoir vendre tes services, il y a quand même des choses que tu dois connaître. Sinon, tu vas devoir être en train de prendre à côté un DG qui va gérer les choses quand toi, tu seras en arrière-plan. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi dit que l'école, quand même si on a fait les longues, ce n'est pas mauvais parce que avec ça, tu as quand même, tu as une ouverture d'esprit très poussée et ça aide quand même. Donc, ce n'est pas mauvais. Donc, il faut que, parce que moi j'ai des cas comme ça. On délaisse l'enfant, on est très occupé par nos projets personnels, on ne suit pas les enfants. Et à la fin, on a donc un enfant qui se retrouve en train de faire la formation, pas parce qu'il voulait faire la formation, mais parce qu'il n'y avait pas le suivi. Donc, il faut aussi qu'on regarde ça. C'est Et pour on ça ne que j'ai les dit au met départ, à quand se maman Karine a dit, plaindre j'ai du dit, racisme. D'accord, d'accord. Merci, merci, merci beaucoup, chère maman. Nous sommes à moins 3 minutes de la fin de notre réunion, la fin officielle. Donc, j'aimerais prendre 1 ou 2 minutes pour essayer de faire la synthèse de tout ce qu'on a échangé ici sans sortir du sujet. La question principale, est-ce que faire les devoirs avec son enfant, c'est une bonne idée? Beaucoup parmi nous trouvent que c'est la meilleure idée qui soit. Maintenant, comment faire les devoirs avec son enfant, comment ne pas perdre la face, comment se faire aider, à quel moment se faire aider. Nous avons échangé par rapport à tout cela et il en ressort que quand une maman est disponible, quand une maman a la qualification, elle doit encadrer son enfant le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible parce que c'est important que les enfants gardent cette relation avec les parents dans tous les domaines possibles. Les parents doivent être les mentors de leurs enfants. Maintenant, quand une maman n'a pas la qualification, pas parce qu'elle est ignorante, mais parce elle a atteint ses limites, il serait préférable de se faire aider par un expert, un répétiteur qualifié aussi et qui partage la même vision que le parent vis-à-vis de l'enfant. Donc, je pense que dit comme ça, nous sommes d'accord que le thème de ce soir était un thème très important pour nous toutes et surtout pour moi parce qu'il m'a ouvert encore plus l'esprit et je ne peux que vous remercier par rapport à tout ce que nous avons échangé ce soir. Sans vouloir monopoliser, je vais repasser la parole à notre hôte, Maman Jeanne, afin qu'elle clôture cette réunion. Merci, Maman Jeanne. Merci, Maman Marie, pour ta modération qui était chic.